pas faire ça. Bien sûr que si. Dolores Ombrage avait-elle raison de virer Sibylle Trelawney? Parfois, certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour enseigner. Mais comment en juger? Sur la base de quels critères peut-on évaluer un ou une prof? Et si Dolores Ombrage se pointait dans ton établissement, est-ce qu'elle te virerait? Es-tu un ou une bonne prof? J'ai décidé de mener l'enquête. Dans le but de te livrer des réponses à ces questions, je me suis sacrifiée. J'ai passé des heures à regarder le 5e volet de la saga Harry Potter et à l'étudier séquence par séquence afin de t'en livrer la substantifique moelle. Dans cette vidéo, nous allons donc nous poser les questions suivantes. Suffit-il d'être expert pour être prof? Faire copier des textes est-il vraiment stupide? Comment motiver ses élèves? Quel prof mérite un 0 pointé? Mais d'abord, c'est à qui d'évaluer le prof? Et oui, après tout, la réponse à cette question n'est pas si évidente. Lorsque nos élèves nous apprécient, nous nous sentons validés dans nos pratiques. Et pourtant, si la direction s'avise de proposer des formulaires d'évaluation du prof aux élèves, c'est la levée de bouclier. Alors quoi? On est d'accord avec une évaluation quand elle est bonne, mais on refuse de courir le risque d'être mal évalué? On trouve des excuses en disant que les élèves ne sont pas qualifiés pour le faire, ou que cela les transformerait en clients. Mais si nous nous sentons fiers de leur approbation, n'est-ce pas déjà le cas de toute manière? Pour sortir de ce chose-trap, on a décidé d'avoir des inspecteurs et inspectrices dont c'est le métier. C'est le rôle d'Ombrage dans le film, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle focalise sur elle toutes les haines. Celle des profs, bien sûr, mais aussi celle des élèves, car elle prétend également rétablir la discipline. Elle fait donc l'unanimité contre elle. Tout le monde la déteste. Cette haine est-elle liée au personnage et à son caractère, aux méthodes employées ou tout simplement au rôle qui lui échoit? Nous allons mener l'enquête. Une des premières actions marquantes d'Ombrage pour réorganiser Poudlard, c'est le renvoi de la prof d'art divinatoire, Sibylle Trelawney. Dans cette scène, le spectateur ou la spectatrice se met spontanément du côté de la victime. D'une part, Ombrage a déjà clairement été identifiée comme la méchante de l'histoire. On l'a vu lors du procès d'Harry au début du film. Et en plus, elle représente le ministère. Tiens, on peut d'ailleurs noter en passant le fait que ses liens avec le ministère de la Magie valident son statut de méchante. Y aurait-il un parallèle à faire avec celui de l'Éducation nationale? D'autre part, les conséquences de son renvoi sont cruelles pour Trelawney. Son emploi est aussi son toit. Bref, elle se fait expulser de chez elle après 16 ans de bons et loyaux services. Comment ne pas prendre son parti contre Ombrage? Pourtant, dans les livres, on voit bien qu'Harry Potter trouvait ses cours plutôt inintéressants. Bref, si on prend la défense de Trelawney, c'est pour de mauvaises raisons. Non pas qu'Ombrage ait tort de la virer, mais simplement parce que c'est cruel de le faire. On a pitié. Et oui, comme le dit Rogue, « Cela vous a peut-être échappé, mais la vie est injuste. » Avant de renvoyer Trelawney, Dolores Ombrage avait inspecté les différents cours de ses collègues. Lors de son passage chez la prof d'art divinatoire, juste avant de partir, elle se retourne et lui demande de faire une prédiction. Une toute petite prophétie. La pauvre Trelawney tente en vain de s'exécuter, mais les prophéties ne se font pas sur commande. Cela ressemble à une dernière tentative de racheter la prof, de lui donner une occasion de démontrer qu'elle maîtrise la matière qu'elle enseigne. Cette question de dernière minute suggère que c'est l'expertise qui compte avant tout. Si au moins elle était capable de faire la démonstration de la maîtrise de son art, Trelawney ne serait pas virée. Et ce, quelles que soient ses compétences didactiques. Alors cela pose la question, un ou une prof doit-elle exceller dans sa matière? Suffit-il d'être un ou une experte pour enseigner? Nos diplômes de CAPES et autres agrégations reposent sur ce principe. Ces concours testent les connaissances théoriques des candidates et des candidats dans les matières à enseigner, et non leurs compétences didactiques ou même pratiques. C'est une approche qui semble validée par les élèves eux-mêmes. On en trouve l'illustration lorsqu'ils cherchent quelqu'un capable de leur enseigner les arts de la défense. Alors, vous savez tous pourquoi on est là. Il nous faut un professeur. Un bon professeur. Dès que les compétences d'Harry Potter sont validées, il n'y a plus de doute sur le fait que c'est lui qui va pouvoir leur enseigner à se défendre. C'est vrai que tu peux faire apparaître un Patronus? Ouah, j'ignorais que tu arrivais à le faire. Et il a tué un basilic. Avec l'épée qui est chez Dumbledore. C'est vrai. En 3e année, il a repoussé une centaine de détraqueurs. Cherchant d'abord à refuser le statut d'expert qu'on veut lui attribuer, Potter finit par l'accepter ainsi que sa conséquence logique. Harry est trop modeste. Non, Hermione, je ne le suis pas. Utiliser ces sortilèges face au danger, ce n'est pas la même chose qu'à l'école. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est vrai, on ne le sait pas. C'est pourquoi on a besoin de toi. C'est lui le mieux placé pour enseigner.
C'est bien ce statut d'expert qui le qualifie pour enseigner aux autres. C'est parce qu'il a fait la démonstration de ses compétences que les autres décident finalement de lui faire confiance et de suivre ses conseils. C'est sur cette compétence que repose son autorité. Tout en semblant se distancier d'Ombrage, il valide les critères qu'elle a retenus pour évaluer les profs. Or, si on suit cette logique, le ou la meilleure chirurgienne serait la plus qualifiée pour enseigner aux apprentis. Cela aurait du sens de la débaucher pour former les générations futures de chirurgiens et chirurgiennes. D'ailleurs, c'est un peu la logique que suivent tous ces formateurs en ligne. Ils sont experts dans un domaine et se sentent donc capables de l'enseigner. Bon. On pourrait souligner le fait que la réussite dans un domaine ne fait pas forcément de vous un expert. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à vendre des formations en ligne qu'on est un expert du domaine. Il faudrait aussi étudier d'autres cas que juste le sien pour cela. Et en plus, si on réfléchit 2 minutes à ce qui fait un ou une bonne prof, je pense qu'on va assez vite arriver à un autre critère. C'est celui ou celle qui sait le mieux expliquer, faire preuve de pédagogie, comme le disent parfois les politiques, c'est savoir expliquer clairement les choses. Alors pourquoi continuons-nous à appliquer le critère de l'expertise? Peut-être parce qu'il est difficile de juger de la qualité d'une explication. Celle-ci peut être subjective. En réalité, nous ne savons pas très bien ce qui fait une bonne explication. Alors nous nous reportons sur quelque chose qui est plus facile à déterminer, le degré d'expertise. Pourtant, cela ne signifie pas que cela soit un critère pertinent. D'ailleurs, dans son ouvrage « Le maître ignorant », Jacques Rancière le remet clairement en cause. Pour lui, il n'est même pas nécessaire de maîtriser une matière pour l'enseigner. Pour affirmer cela, il s'appuie sur l'histoire de Joseph Jacotto, parti enseigner aux Pays-Bas sans connaître le hollandais. Ses élèves étant tout aussi ignorants du français, il a commencé par leur enseigner cette langue. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pensé qu'il pourrait peut-être apprendre lui-même le hollandais. Mais cet oubli s'est révélé fructueux par la suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a choisi un ouvrage de Fénelon, Télémaque, qui existait dans une édition bilingue français-hollandais. Il a demandé à ses élèves de se procurer l'ouvrage, puis d'en apprendre la première partie par cœur. Alors oui, son enseignement reprend les méthodes moyenâgeuses d'Ombrage dont nous parlerons plus loin. Puis, il leur a demandé de lire la suite et de la résumer. Il s'attendait à des copies écrites dans une langue approximative, et il a été très surpris de la qualité des résultats. Bref, ses élèves avaient appris quelque chose, le français, sans qu'il ne leur ait transmis de connaissances. Enthousiasmé, il décide de réitérer l'expérience, cette fois en leur enseignant quelque chose qu'ils ne savaient absolument pas faire. Plaider en hollandais. Et son cours était bondé et ses élèves faisaient d'excellentes plaidoiries, qu'il était donc absolument incapable de comprendre. La conséquence inattendue de ces expériences de Jacotto, c'est que le critère retenu par Ombrage pour dire que Trelawney était une mauvaise prof n'est absolument pas valide. On peut tout à fait enseigner une matière qu'on ne maîtrise pas. Bon, et là, je me sens en plus obligée d'ajouter pour les fans de la série que ce critère était de toute façon bancal concernant Trelawney puisqu'on s'aperçoit plus tard qu'elle était capable de faire des prophéties. Mais alors, si un ignorant peut enseigner, comment peut-il le faire? Qu'est-ce que Jacotto enseigne concrètement? Je te l'ai déjà dit, il avait intimé l'ordre à ses élèves d'apprendre par cœur la première partie du livre. Quoi? Apprendre bêtement par cœur? Eh oui. Ce qui nous amène à la deuxième question. Faire copier des textes est-il stupide? Parce que cela ressemble quand même pas mal aux méthodes d'Ombrage. Pourtant, ces méthodes semblent moyenâgeuses même à Minerva McGonagall. C'est peut-être idiot, mais j'ai cru que vous contestiez mon autorité dans ma propre classe. Minerva. Pas du tout, Dolores. Seulement vos méthodes moyenâgeuses. Vu le contexte, cela peut sembler étonnant. Les professeurs de Poudlard, qui ne semblent pourtant pas être une école particulièrement moderne, auraient donc des méthodes d'enseignement plus avancées que la récitation par cœur. Les méthodes d'Ombrage sont dépassées, même à Poudlard. Et en effet, à titre personnel, ce que je trouve passionnant dans l'histoire de Jacotto, c'est qu'on jugeait déjà l'apprentissage par cœur comme rétrograde au tout début du 19e siècle. Voici comment Rancière résume l'état d'esprit de Jacotto avant ses expériences. Jusque-là, il avait cru ce que croient tous les professeurs consciencieux. Que la grande affaire du maître est de transmettre ses connaissances à ses élèves pour les élever par degrés vers sa propre science. Il savait, comme eux, qu'il ne s'agit point de gaver les élèves de connaissances et de les faire répéter comme des perroquets. Bref, l'acte essentiel du maître était d'expliquer, de dégager les éléments simples des connaissances et de former des esprits en les menant selon une progression ordonnée, du plus simple au plus complexe. À l'époque de Jacotto, au début du 19e siècle donc, on pensait qu'il ne s'agissait pas de faire répéter les élèves comme des perroquets, mais bien de leur expliquer les choses. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est déjà au XVIe siècle que Montaigne a dit « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ».
Bref, cela peut sembler contre-intuitif et pourtant, cette bataille didactique n'est pas tout à fait déplacée à Poudlard. Ce qui permet en outre de qualifier les méthodes d'ombrage de moyenâgeuses, c'est qu'elles reposent sur une discipline de fer, n'hésitant pas à avoir recours au châtiment corporel. Ceci, bien que discret, n'en inclut pas moins des blessures et douleurs infligées comme punition aux élèves. Et ce qui paraît incroyable, c'est que Jacques Rancière les juge moins néfastes que les explications. L'enfant qui annonce sous la menace des coups obéit à la férule. Et voilà tout. Il appliquera son intelligence à autre chose. Mais le petit expliqué, lui, investira son intelligence dans ce travail du deuil, comprendre. C'est-à-dire comprendre qu'il ne comprend pas si on ne lui explique pas. Ce n'est plus à la férule qu'il se soumet, c'est à la hiérarchie du monde des intelligences. En réalité, en l'apprenant par cœur, les élèves de Jacques Otto trouvent eux-mêmes les moyens de comprendre le texte. C'est d'ailleurs aussi ce que fait Rogue lorsqu'il enseigne à Harry l'occlumencie, le fait de fermer son esprit contre les tentatives de pénétration extérieure. Il ne lui explique pas comment s'y prendre, mais à force d'essais, Harry finit par y parvenir tout seul. Je ne m'attarderai pas trop sur le fait qu'à ce stade, on considère encore Rogue comme un méchant et que donc les parallèles avec Ombrage semblent justifiés. Et puis c'est ce que finissent par faire les élèves d'Ombrage, eux aussi. Ils se regroupent pour apprendre seuls les arts de la défense. L'enseignement d'Ombrage est donc extrêmement efficace. Elle ne leur transmet pas son savoir, mais à la fin de l'année, ils sont en mesure de se défendre. Si on juge un prof au résultat obtenu par ses élèves, elle devrait avoir une excellente note. Évidemment, c'est un peu ironique, parce que son objectif était plutôt de les empêcher d'apprendre. Comme quoi, le vieux dicton « là où il y a une volonté, il y a un chemin » semble confirmé par cette histoire. Du coup, l'objectif du prof, cela devrait être de créer ou de soutenir cette volonté chez ses élèves par tous les moyens. Lorsqu'on voit la motivation des élèves dans le cours d'Harry, on se dit que ce qui motive les élèves, finalement, c'est une utilité pratique tangible. Dans le cours d'Harry, il et elle apprennent à se défendre en cas d'attaque, et cela leur semble utile. C'est vrai qu'on reproche souvent à l'école d'enseigner des savoirs théoriques qui ne sont d'aucune utilité dans la vie pratique. Les personnes qui adressent ces reproches à l'école semblent penser que les élèves seraient plus motivés s'ils voyaient des applications pratiques à ceux qu'on leur transmet. Dans le film, on a bien un parallèle intéressant qui semble aller dans ce sens entre les cours théoriques d'Ombrage. Prouvez 4 fois pour retenir un maximum de choses. Vous n'avez pas à parler. À penser serait plus exact. Expelliarmus. Pas de baguette. Et les cours pratiques d'Harry. La stupéfiction est l'un des sorts les plus utiles qui soient. C'est le passe-partout du sorcier, vraiment. Bien. Allez, Nigel. Éblouis-nous. Alors, faut-il enseigner la pratique pour motiver les élèves? Et l'école doit-elle nous préparer au monde extérieur? Cela peut sembler un peu polémique de poser cette question. Le job de l'école n'est-il pas précisément de nous préparer à la vraie vie? D'accord, mais ça veut dire quoi? Apprendre à gérer un budget ou apprendre à être heureux? Et puis c'est quoi être heureux? Comment ça s'enseigne? Cela ressemble un petit peu à l'injonction à être soi-même du prof du cercle des poètes disparus. Ah oui, j'ai sorti une vidéo sur ce sujet. Je te donnerai le lien à la fin de celle-ci. Bref, on n'est pas sorti du schmilblick avec des affirmations pareilles. D'ailleurs, ce que Rancière reproche à l'enseignement n'a rien à voir avec les sujets enseignés. Pour lui, peu importe ce qu'on enseigne, l'important c'est l'émancipation. Il faut juste arrêter d'abrutir les élèves en leur faisant croire qu'ils ne peuvent apprendre que si on leur explique. C'est ça pour lui, être soi-même. Et c'est quand même un objectif beaucoup plus concret. Le problème, c'est bien celui de la volonté d'apprendre et de la motivation. Alors comment motive-t-on? Ce qui est clair, c'est que la technique de la carotte et du bâton, avec des récompenses extrinsèques ou des punitions, comme le fait Ombrage, n'est pas efficace dans le long terme. Dans le film, il y a un autre parallèle qui est fait entre les cours d'Ombrage et ceux d'Harry. Elle utilise donc le bâton, alors qu'Harry, lui, encourage ses élèves. Ouais, pas mal. Pas mal du tout, Nigel. Bien joué. On voit qu'un climat d'entraide et de collaboration se développe dans ces cours. Fantastique, Neville. Bravo, mon vieux. C'est vraiment impressionnant. De quoi rendre jaloux les profs. Alors pourquoi je te parle de cette ambiance de cours? Les élèves d'Harry étaient motivés depuis le début. C'est vrai. Mais les succès motivent, et les souligner ne peut qu'encourager cette dynamique. D'ailleurs, dans son ouvrage « Changer d'état d'esprit », Carol Dweck souligne le fait qu'on devrait encourager les efforts. Et devine quoi? C'est aussi le point sur lequel débouche Rancière. Comme le maître ignorant ne peut plus vérifier la compréhension, puisque lui-même ne connaît pas la matière, il va se focaliser sur l'effort fourni par l'élève. Et c'est lui qui va être valorisé. Je me souviens à ce propos de mes cours de guitare. Après une semaine pendant laquelle je n'avais pas touché à mon instrument, mon prof avait loué mon interprétation du morceau que je devais travailler.
Malheureusement, il a perdu toute crédibilité à mes yeux ce jour-là. Il était incapable de voir les efforts fournis et j'avais droit à des compliments sans me donner la moindre peine. Moi qui parvenais à me motiver à jouer pendant la semaine uniquement pour ne pas avoir l'air ridicule devant lui le jour du cours arrivé, toutes mes peurs se sont évanouies à ce moment-là et je ne suis plus jamais arrivée à me motiver. Alors que pourtant je voulais apprendre à jouer de la guitare. Si tant de chemins mènent à Rome, c'est qu'il doit valoir le coup d'aller y faire un tour. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses à la motivation, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo qui prend la prof d'histoire du film Les Héritiers en exemple pour explorer cette question. Si tu ne veux pas la manquer, abonne-toi. Tout cela nous amène à la question des questions. Qu'est-ce qui fait un bon prof? Autrement dit, à qui mettre un 0 pointé? Parce qu'on a beau dire la volonté ne suffit pas. Demande à tous ces youtubeurs qui sortent vidéo après vidéo sans jamais percer. Bon, je me fais un clin d'œil personnel. Clairement, il ne suffit pas de dire « fais des vidéos pour être un bon prof ». Mais alors que faut-il? Quels sont les critères? Pendant ces inspections, on voit Ombrage mettre systématiquement le doigt sur les échecs de ses collègues. L'incapacité de Trelawney à faire une prophétie, l'échec de Rogue qui souhaitait le poste aux arts de la défense. Elle sort même un mètre pour mesurer la taille du prof de musique. En choisissant des critères aussi arbitraires, Ombrage caricaturise l'inspectrice. Encore que, sommes-nous si loin de la réalité? Une relation sur LinkedIn m'a parlé d'une ancienne épreuve de CAPES pratique. L'inspecteur ne l'avait pas validée parce que le professeur n'avait pas eu le temps de faire de la traduction à la fin de son cours. Ce qui est frustrant, c'est qu'on ne peut même pas se fonder sur les résultats des élèves pour en juger. Sinon, Ombrage serait une excellente prof. Et non, ce n'est pas un cas exceptionnel, spécial dédicace à ma prof de philo dont j'ai assidûment séché les cours. Tout cela pour avoir 17 sur 20 au bac et ce n'était pas grâce à elle. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'après avoir vérifié leurs connaissances théoriques, on jette les profs dans le bain pour voir s'ils savent nager. C'est encore et toujours cette méthode où on apprend tout seul en fait. Les profs devraient le savoir. Est-ce que finalement un prof c'est un coach? Sauf qu'un coach, un vrai, c'est celui qui te pose les bonnes questions pour t'aider à découvrir en toi les réponses. Ce n'est pas ce que fait un maître, même ignorant. Lui, il te montre la voie de l'émancipation vers l'extérieur. Mais bon, moi, je continue à penser qu'on gagne du temps lorsqu'on a de bonnes explications. La question, ce serait donc comment juger des explications? Quels critères permettent de dire si une explication est efficace? Et toi, qu'en penses-tu? À quoi juger un prof?